Aujourd'hui, je vais vous parler donc de la mécanique du solide et l'étude 1 qui va concerner donc notre étude, c'est une boule qui descend une piste inclinée. Donc on va faire plusieurs capsules vidéo sur la mécanique du solide. Avec ce type de capsule, vous allez pouvoir aborder tous les exercices de mécanique du solide. Donc on est parti ensemble. On va donc définir ce que l'on va étudier aujourd'hui, c'est-à-dire un disque qui roule sur une pente inclinée. La première chose à faire, c'est bien identifier donc le point de contact ici de la roue. On supposera que la roue est lancée avec une vitesse initiale nulle et on choisit aussi d'imaginer que il n'y a absolument aucun glissement sur ce disque qui roule. Et on va aussi bien identifier le centre de gravité. Donc, on a donc le référentiel R, c'est le référentiel terrestre supposé galiléen, et on pourra aussi imaginer d'étudier au cours de cette étude le référentiel R étoile associé au centre de gravité grand G. Donc on va commencer par, on va dire, donner les méthodes de travail sur la mécanique du solide. Pour cela, vous étudierez toujours le système et le référentiel. Ensuite, vous appliquez le théorème du centre d'inertie dans le référentiel R. Ensuite, donc dans le référentiel terrestre ici. Puis ensuite, vous allez appliquer le théorème du moment cinétique au point G dans le référentiel barycentrique en R étoile et appliquer le théorème du moment cinétique au point G, toujours bien sûr, dans le référentiel barycentrique en R étoile. Enfin, vous appliquerez la condition de non-glissement et vous finirez par les lois de Coulomb. Appliquer les lois de Coulomb. Donc on va le faire ensemble, vous allez voir, c'est très facile. Donc ça, c'est notre étude. Le système, c'est la boule et le référentiel est terrestre dans le référentiel galiléen. Celui que j'ai choisi ici, c'est R. Et on va évidemment étudier les forces. Donc évidemment, vous aurez le poids, ensuite la réaction tangentielle, et enfin la réaction normale. Donc il y a trois forces qui s'appliquent. On peut donc appliquer le théorème du centre d'inertie dans R. Ça consiste à écrire que la somme des forces extérieures est égale à ma. Et on va maintenant projeter sur l'axe X et l'axe Y. Donc sur l'axe X, forcément, vous avez une composante positive de P, c'est-à-dire mg sinus alpha, et on a quelque chose de négatif, moins RT, qui est égal à max. Évidemment, AX correspond évidemment à l'accélération, et on peut aussi la définir comme x de point, donc on va réécrire ça en étudiant moins RT plus mg sinus alpha égale mx de point. Et vous n'oublierez pas d'indiquer que ça, c'est la relation 1. On va avoir en tout et pour tout 4 relations à utiliser, donc c'est très important de les identifier. Ensuite, on va projeter sur l'axe Y, donc là, sans surprise, vous aurez du côté négatif pour Y, mg cosinus alpha, et ça compense Rn. Donc forcément, l'accélération suivant Y est nulle, et on a bien donc la relation 2 à retenir, c'est-à-dire Rn égale mg cosinus alpha. Ensuite, on va déterminer le moment cinétique au point G dans le référentiel barycentrique au point en R étoile. Donc par définition, vous le savez, on part toujours, si on est au G, on a le moment d'inertie fois le vecteur angulaire égale, plus GG vectoriel MVG. Alors évidemment ici, puisque on l'applique au point G, on voit bien que la vitesse de VG dans le référentiel barycentrique, la vitesse du disque est nulle, puisqu'on se trouve cette fois dans le référentiel du disque. Donc ce terme-là, forcément, est égal à vecteur nul. Donc ce terme-là se simplifie. On a alors plus qu'une expression qui lie le moment d'inertie fois oméga. Et oméga, ce n'est rien d'autre que la dérivée de θ par rapport au temps. Et donc on peut le réécrire. On va le réécrire dans quelques instants. Là, j'avais oublié que j'allais d'abord parler du moment d'inertie. Donc par définition, le moment d'inertie, c'est pour un disque, c'est 1/2 de ma carré, avec A étant le rayon du disque. Alors ça, on va pouvoir le redémontrer si jamais cette étape vous paraît un peu complexe, vous la passez, celle que je vais aborder, vous allez directement avoir dans les exercices cette information dans les données. Maintenant, moi je trouve que c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Le moment d'inertie, c'est égal donc à la triple intégrale de d de m hm au carré. Et on peut réécrire ça comme étant forcément la masse volumique fois évidemment R carré, le HM c'est le R carré, des taux, donc ça c'est le volume. On reconnaît ainsi une petite variation de masse qui est égale à mu des taux. Et si on est dans un repère cylindrique, on reconnaît ici le repère cylindrique, des taux, comme on l'avait vu, ça peut
ça se retrouve très facilement. Donc là, on aura du dr, là du rdθ et du dz. Donc dz, des taux, c'est tout simplement dr, rdθ, dz, qu'on pourrait écrire comme ça. Et donc, je n'ai plus qu'à remplacer dans mon expression. Et ensuite, faisant preuve un petit peu, là, on reconnaît bien un cylindre, c'est un disque, hein, c'est ni plus ni moins qu'un disque. Mais on n'a plus qu'à intégrer, en définitive, sur tout simplement de 0 à, puisque c'est le rayon. Ensuite, de 0 à 2π, c'est-à-dire on tourne pour avoir le cylindre complet. Et ensuite, on va choisir une longueur du disque que j'ai choisi étant de moins L sur 2 à plus L sur 2. Ainsi, ça va nous donner un moment d'inertie égal à mu à la puissance 4 sur 4 de pi L. Et enfin, on rappelle que la masse volumique, c'est m sur v, c'est-à-dire la masse sur le volume, et le volume d'un disque, c'est pi a carré sur L. En injectant, du coup, en remplaçant mu dans cette expression, j'ai directement la possibilité, du coup, de voir apparaître le m. Les a carré et la a puissance 4 vont se simplifier, le L et le L se simplifient. On va avoir le 2 divisé par 4 qui deviennent 1,5, et on retrouve bien le 1,5 de ma carré. Donc ça, c'était la petite démonstration, c'était intéressant. Alors, je reviens sur ça maintenant. On avait J delta, on sait que c'est 1,5 de ma carré fois oméga. Et oméga, en fait, là, j'utilise bien la main droite, mais le problème de la main droite, là, elle est à l'envers. Vous voyez bien que les doigts sont dans le sens contraire de oméga, du vecteur, tout simplement angulaire, vecteur vitesse angulaire. Et ce vecteur vitesse angulaire, on voit bien que il n'est pas dans le sens de z, il est dans le sens contraire, puisque sinon, on aurait le pouce qui serait à l'arrière. Donc mettez votre pouce, cette fois, dans le sens contraire de z, et vous aurez bien, cette fois, vos doigts qui courbent suivant oméga ici. Donc il faut vraiment que vos doigts, ces doigts ici, soient dans le même sens qu'oméga. Avec votre main droite, le seul moyen, c'est que z, votre pouce, c'est-à-dire, se trouve bien dans le sens contraire du vrai z, puisque x, y, z, si j'utilise la règle de la main droite, z est vers vous. Donc, on voit bien qu'on aura un signe moins ici, moins 1,5 de ma carré oméga uz. Donc ça, c'est très important. On peut remplacer évidemment oméga comme étant la vitesse angulaire, comme étant la dérivée de θ par rapport au temps, et tout simplement l'appeler tout simplement θ point. Et maintenant, on va pouvoir appliquer le théorème du moment cinétique. Donc l'application, on le sait, ça va nous permettre de retrouver d2L G dans le référentiel barycentrique, c'est GI vectoriel RT, plus GI vectoriel RN, plus GG vectoriel P. Première explication, évidemment, très facile, c'est que ce vecteur-là est nul. GG n'existe pas. Donc on va avoir ce terme-là nul. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à décomposer. GI, c'est tout simplement moins A UY RT. Et à nouveau, GI vectoriel Rn, c'est moins A UY vectoriel Rn. Ça ne peut être que nul. Pourquoi? Parce que Rn est suivant Y, et UY vectoriel UY, ça ne peut être que égal à 0. Donc ce terme-là est nul. RT, c'est moins RT UX. Donc là, il va falloir le décomposer. J'ai injecté évidemment l'expression que j'avais précédemment trouvée pour L, le moment cinétique. Et on redit bien que RT, c'est moins RT UX. Donc ça va nous donner moins RT UX, comme je le disais. Et on dérive θ point à nouveau par rapport au temps, et on trouve θ 2 points, puisqu'oméga c'est θ point déjà. Et on se retrouve avec cette expression. Donc là, on a UY vectoriel UX, donc UY vectoriel UX, ça nous donne bien, là les moins et les moins se simplifient, et par contre, quand on écrit ça, forcément, on voit bien qu'on se retrouve avec l'expression positive ici, sauf qu'attention, UY, UX, vous avez moins UZ du coup qui apparaît. Donc ça va nous donner ce terme-là, je ne sais pas ce que j'ai fait ici, il n'y a rien qui a changé. Donc là, ici, ça va nous donner moins ART UZ, et les signes moins et moins vont se simplifier. Et donc ça va nous donner RT égale 1,5 de MA θ 2 points, et c'est l'expression 3. On va maintenant faire la condition de non-glissement. Donc pour appliquer la condition de non-glissement, je rappelle que la vitesse de glissement, s'il n'y a pas de glissement, ça sera égal à vecteur nul déjà. Et c'est tout simplement le point I qui appartient à la roue, plus la vitesse de I qui appartient au sol. Donc là, en fait, on essaye de vous faire comprendre que, forcément, ici, la vitesse de I appartenant au sol, elle est nulle, puisque le sol n'est pas en mouvement. Mais imaginons, on refait cette expérience avec tout simplement un tapis
qui est en mouvement, eh ben, I qui appartiendrait au sol serait lui aussi en mouvement. Donc il faudrait en prendre compte. Bon, ici, ça n'a pas de sens, c'est vecteur nul. Et d'un côté à gauche, on a bien vecteur nul puisque c'est une condition de non-glissement. Donc VG, ça veut dire vitesse de glissement. Donc forcément, si c'est une condition de non-glissement, ben, vecteur nul s'applique. Et donc ce terme-là, on a bien vecteur nul égale la composition de vitesse, c'est toujours VG plus IG vectoriel oméga. Donc ça, vous l'écrivez et c'est à retenir par cœur. Ainsi, ça va nous donner vecteur nul égale x point ux plus AUY vectoriel moins oméga uz. Donc une fois qu'on a fait ça, on va toujours dans la même expression retrouver donc cette expression-là qu'on pourra simplifier pour obtenir x point égale a oméga, donc a fois la vitesse angulaire. Je rappelle qu'oméga c'est θ point. Et je rappelle que si on veut, on peut dériver cette expression encore par rapport au temps, et c'est souvent ce qu'on va faire. On aura x2 points égale a θ2 points. Donc on a obtenu 4 relations maintenant, donc on va les réécrire les unes après les autres. Donc ça, c'est ce que vous avez trouvé précédemment. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à comprendre que, évidemment, x2 points, si c'est a θ2 points, je le retrouve ici, j'ai bien rt égale 1/2 de mx2 points. Ça, c'est très important, on en aura besoin pour les lois de Coulomb notamment. Et je vais remplacer dans l'expression 1 ce que j'ai obtenu. On voit bien que RT, je l'ai injecté dedans. Après quelques simplifications en utilisant 4, je vais pouvoir retrouver quelque chose qui va être très important à retrouver, c'est-à-dire le 3/2 x2 points égale g sinus alpha, ou encore x2 points égale 2 tiers de g sinus alpha. Donc quand on a trouvé ça, tout simplement, on peut trouver l'équation horaire de x en fonction du temps. Il suffit d'intégrer 2 fois, par rapport au temps, et on voit bien qu'on aura 1 tiers de g sinus alpha t carré. Alors évidemment, il faut faire attention aux conditions initiales. Moi ici, j'ai considéré qu'il n'y avait pas de vitesse initiale, donc je me retrouve bien avec cette expression. Mais je pars avec une position nulle, donc là j'ai bien 1 tiers de g sinus alpha t carré. Bon, une fois qu'on a fait ça, on a bien avancé déjà. Il ne nous reste plus qu'à rappeler les lois de Coulomb. La vitesse de glissement est nulle, donc vecteur Vg égale vecteur nul. Je rappelle alors la condition s'exprime sous la forme RT est inférieur alors ou égal à μs sur Rn. Donc si on est bien dans le cadre, donc le coefficient statique ici c'est μs. Je peux remplacer RT par ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Et je peux remplacer Rn par ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Donc ça va nous donner tout simplement 1/2 de mx2 points inférieur ou égal, donc là c'était un égal, c'est pas un inférieur égal, c'est Rn égale mg cosinus alpha, c'est la relation de 2. Vous supprimez le inférieur. On se retrouve avec cette expression, et après un peu de simplification, on voit bien que le coefficient de frottement statique ne peut être que, on va dire, convient si il est supérieur ou égal à 1 tiers de la tangente de alpha. Voilà, ça c'est très important. Voilà, je vous propose de vous arrêter là, et puis moi je referai une étude, cette fois énergétique, dans une prochaine capsule vidéo. À bientôt.